Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour et bienvenue dans Face à l'actualité. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. L'insécurité refait surface sur la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. De manière générale, il ne se passe pas un seul jour sans que des hommes armés pillent, tuent au chef-lieu de la province du Kasaï oriental. À quoi est due la résurgence de cette insécurité? Pourquoi, lorsqu'il y a un gouverneur sortant et un rentrant, il y a toujours cette situation qui survient? Nous nous interrogeons dans cette émission avec Bavon Bouimokona, député provincial élu sur la liste des l'UDPS, parti au pouvoir sur la ville de Mbujimayi. Honorable Bavon, bonjour et bienvenue dans Face à l'action. Bonjour Arsène. Avec vous, nous allons parler de cette insécurité, mais aussi d'autres questions d'actualité au niveau national, parce que l'insécurité, c'est aussi à l'est du pays, avec l'agression rwandaise. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, les FARDC ont fait savoir que l'armée rwandaise continue de pilonner le territoire congolais depuis le Rwanda. Mais il y a aussi d'autres sujets politiques qui vont pouvoir nous intéresser dans cet entretien. Mais commençons par ce qui est plus proche de la population du Kasaï oriental, la question de l'insécurité. Comme élu du peuple, dans votre observation, que pensez-vous de la résurgence de l'insécurité? À quoi est-elle due exactement en cette période? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une question fondamentale, parce que nulle part au monde, il y a des endroits où la sécurité zéro existe. Il y a toujours un peu de problèmes, mais quand ces cas deviennent à répétition, c'est là qu'on se pose la question de savoir pourquoi cela. Si c'était des cas isolés, les uns et les autres pourraient être épargnés et se mettre ensemble pour combattre cela. J'ai bien suivi votre question. Vous dites que souvent quand il y a un gouverneur entrant ou bien un autre sortant, ces cas reviennent à répétition. Je voudrais dire non directement, parce que une entité ne vit pas parce qu'il y a seulement un gouverneur. Ce n'est pas parce qu'il y a un administrateur de territoire ou un ministre ou même un président de la République. La continuité de l'État est là. Et vous savez que nos services de sécurité sont liés plus à l'État qu'à des personnes qui peuvent venir faire leur travail pour un mandat et repartir. Mais je me dis qu'il y a des faiblesses de part et d'autre. Pourquoi? À la sortie, par exemple, d'un gouverneur, ici chez nous, on a l'habitude de penser que, comme on va sortir, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'occuper de sa population, on ne peut pas donner les moyens qu'il faut à la police ou bien éventuellement à l'armée qui peut venir en secours à notre police et tout ça. On se dit non, comme on veut partir, on prend le moindre, tout ce qu'on peut avoir de moindre pour s'en aller avec, ou bien s'autofinancer, ou bien élaguer une rémunération qu'on n'a pas pu faire à un certain moment. Et des deux, je voudrais dire que même dans nos forces de police, ça c'est réel, nous devons le dire, il y a, les gens ne doivent pas considérer notre police nationale ou bien notre armée comme un dépotoir où on doit prendre des marginaux et y placer. Parce que quand vous rentrez dans notre constitution, il est dit que celui qui vient à la police ou bien dans l'armée doit avoir une éducation suffisante. Une éducation suffisante, ça suppose savoir lire, écrire et avoir quand même une bonne éducation, avoir l'amour du prochain pour savoir le protéger. Parce que souvent, quand ces marginaux sont pourchassés et appréhendés, on vous dit que ce sont des hommes en uniforme non autrement identifiés.
hommes en uniforme, non notamment identifiés. Est-ce que ce sont des enfants de RK? Ce sont des enfants de Moulami Mouimpe? Ce sont des écoliers? Ou bien ce sont des gens qui sont dans nos corps de police qui devaient protéger la population? J'ai dit que, de part et d'autre, il faudra que chacun fasse un effort. Que les gouvernants donnent les moyens à la police et que ceux qui sont à la tête de notre police fassent leur travail comme il faut. C'est un service commandé, savoir qui fait quoi et déployer les gens là où il faut. Et en finalité, en dernier essor, c'est nous-mêmes la population. Nous sommes à la base de toutes choses. Ces gens qui vont tuer, ces gens qui vont voler, ces gens qui vont faire du n'importe quoi, ils vivent avec nous. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sort jamais la journée et qui ne sort qu'à 0 heure, ou bien qui ne sort qu'à 23 heures, ou bien après minuit, vous devez le communiquer à la police, vous devez dire à nos services de sécurité afin que cet homme puisse être mis hors d'état de nuire. Donc, je crois que c'est un problème qui concerne toute personne. C'est ça mon analyse personnelle et je crois que la prise de conscience des uns et des autres peut nous amener à un bon résultat. Lorsque vous, Assemblée provinciale, avez décidé de faire partir le gouverneur Jean Monteba, vous aviez retenu, entre autres comme grief à sa charge, la recrudescence de la criminalité urbaine ou l'insécurité à l'intérieur de la province. Mais nous avons vu cette fois, la population vit dans la terreur dans certains quartiers. Les députés n'y disent rien, l'Assemblée provinciale est restée silencieuse. Êtes-vous occupé en ce moment des questions de partage de pouvoir politique? Non, on n'est pas occupé à cela. Je crois qu'un gouverneur élu est élu pour 5 ans de mandat. Et le cas de notre frère, que nous aimons bien, Jean Maouéja qui est parti, on était à mi-chemin. Et pendant ce temps, il y a des choses qui se sont faites. La population a dû voir qu'il ne faisait pas son travail comme il le fallait. C'est pour cela qu'on a demandé qu'on le fasse partir. Et quand il est parti, la loi électorale que nous avons stipule qu'un autre gouverneur devait revenir 30 jours ou tout au plus 120 jours après si on en faisait une demande express. Mais la faiblesse de nos lois et ce que nous avons eu à vivre a fait que les intérimaires puissent faire au-delà d'une année. Et les intérimaires qui devaient continuer sur le même plan et montrer la qualité du travail pour lequel on a reproché les titulaires qui étaient là, ont dû très mal faire, plus que lui-même. Alors, à ce moment-là, nous nous sommes dit, on ne devait pas chasser ou bien mettre en dehors les titulaires, continuer progressivement, finalement, même dans le domaine du football, quand vous amenez une équipe qui a 7 joueurs au lieu de 11, c'est un forfait. Oui, mais vous n'avez rien fait. Alors, quand je dis rien, c'est que rien. On n'a vu aucune démarche au niveau de l'Assemblée provinciale pour soit interpeller le gouvernement par rapport à cette situation. C'est pour cela que je demande si vous êtes occupé à des questions politiques plutôt qu'à ce qui concerne la population. Lorsque des problèmes comme ceux-ci surgissent, la population aimerait voir son Assemblée provinciale entreprendre des démarches avec l'exécutif pour attirer l'attention des gouvernants. Oui, oui, vous adressez à l'interpellateur de la maman vice-gouverneur que j'ai dû interpeller à l'Assemblée, qui est venue pour donner ses moyens de défense. Mais ma conclusion, selon notre règlement intérieur, disait qu'elle n'avait pas donné des alibis qui pouvaient nous faire voir qu'elle faisait bien son travail. Parce que, pour moi, dans ma conclusion, tel que le règlement intérieur le stipule, il n'y a que l'interpellateur qui peut donner la conclusion, hein, s'il est satisfait ou pas. Mais ce que nous avions vécu à l'Assemblée à cette époque-là, c'était une faiblesse, je dis.
Mais je préfère plus utiliser ce mot-là, une faiblesse. J'ai intervenu, j'ai dit que par jurisprudence, même dans le cas de l'Assemblée nationale, pendant qu'on avait interpellé le ministre de Pétentique sur le problème RAM, l'Assemblée nationale avait info que c'était déjà 260 millions de dollars engrangés, pendant que le ministre donnait une justification à 26 ou 27 millions. On a dû constituer une commission d'enquête. Moi, j'ai demandé à la plénière qui était souveraine à ce moment-là, parce qu'on ne pouvait pas punir ou même mettre hors d'état de nuire une personne pour laquelle on n'avait pas de raisons, on n'avait pas de justification, de preuves. J'ai dit qu'on constitue une commission d'enquête. Une commission d'enquête qui peut se faire selon notre règlement intérieur, avant, pendant ou après. Donc, j'ai dû demander cela, ça n'a pas été fait, mais notre bureau, pendant les vacances, avait monté une commission qui a remarqué beaucoup de bévues, et ce rapport, jusqu'à ce jour où nous parlons, traîne encore dans le tiroir de notre bureau, qui devait, parce que quand une commission d'enquête est montée pendant le temps des vacances parlementaires, elle vient faire le rapport au bureau, et puis c'est le bureau qui fait rapport, qui délibère et fait rapport à la plénière. Et je me dis que cette même commission a été arrêtée en catastrophe parce que l'Assemblée provinciale, dans son entièreté, a été appelée par la haute autorité du pays pour une formation, un renforcement de capacité sur le programme de développement de 145 territoires. Il y a un observateur qui pense que l'insécurité actuelle sur la ville de Mbuji-Mayi et au Kasaï oriental est due au fait que l'Assemblée provinciale a interdit à la gouverneure intérimaire d'engager des dépenses en dehors de celles des fonctionnements et que les services de sécurité seraient privés des moyens pouvant leur permettre de sécuriser la population ainsi que ses biens. Comme quoi, vous êtes aussi, vous, autorité budgétaire, responsable de la situation actuelle. En principe, selon nos lois, selon la gouvernance que nous avons, un intérimaire n'a pas le droit de faire certaines choses. Mais cette lettre dont vous parlez est venue pendant qu'on allait déjà vers les élections. Le problème, la lettre demande à ce que n'interdit pas, si je peux bien dire, n'interdit pas de dépenses comme telles, parce que quand il y a déjà des dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses quand même. Mais il est demandé dans cette lettre que les dépenses qui devaient être effectuées devaient être a priori communiquées à la représentation provinciale. Parce que vous devez requérir l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Il suffit d'une lettre, ou bien d'un coup de fil, ou bien d'une présentation au devant de la représentation provinciale. Nous avons rôle de représenter, nous avons rôle de faire des édits, et nous avons rôle de contrôler. Et le contrôle se fait a priori et a posteriori. Donc, ce qui a été fait n'est que dans le travail, donc hormis les spéculations ou bien les méchantes langues qui peuvent dire... C'est quand même une entorse, M. Bavou. C'est une immixtion dans le travail de l'exécutif. Non, c'est un travail demandé à ce que ce qui ne devait pas être fait puisse être communiqué. Pour quelle raison? Donnez les raisons. Vous ne faites pas confiance à la gouverneure Longa Mswamba? Dans notre terme confiance, oui, d'accord. On peut bien placer ce terme-là, confiance aussi. Nous avons vécu dans ce pays 14 ans durant. Vous savez qu'il y a un budget ordinaire et un budget d'investissement. Le budget ordinaire où il y a le fonctionnement et ceci, de cela, venait mais en dents de scie. Mais le budget d'investissement ne venait jamais. Mais l'intérimaire a eu au moins la chance, plus que le gouvernement sortant du régime passé, et même le gouverneur qui a été... gouverneur Jean Mouteba,
n'a pas eu un budget d'investissement. Mais au moins l'intérimaire a eu autant de fois le budget d'investissement. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce que ce ne sont pas des spéculations? Est-ce que vous avez des faits qui prouvent qu'elle a eu ces budgets d'investissement? Ce ne sont pas des spéculations. Vous avez suivi ici à un certain moment un de nos députés nationaux venir crier sur le toit que au moins cette fois-ci on a envoyé au moins 700 et quelque chose millions pour l'investissement. Et que Antoine Félix, selon sa vision, tout devait être respecté. Même si aujourd'hui, ça ne vient pas régulièrement, mais ça vient quand même. Pendant une année, il y a le budget d'investissement qui est venu quand même autant de fois. La preuve, vous pouvez me la demander. Vous me posez la question, mais nous sommes toute une institution. Descendez à la Banque centrale, voyez si l'argent est venu. Le gouverneur a fait quelques travaux. Il a construit la clôture du gouvernorat, il est en train d'inaugurer quelques ouvrages, le bâtiment de l'ISTEM, si je ne me trompe pas, Lukalaba, qui était de Chilenge, ou je ne sais pas, qui a été reconstruit sur fonds propres du gouvernement provincial, l'achèvement des travaux du territoire, du bâtiment administratif, du territoire de Kabekama, c'est entre autres des ouvrages qui ont été construits, probablement avec ces budgets d'investissement. Si cela a été fait, qu'y a-t-il de mal de faire un compte rendu ou bien quelque chose, rendre à l'Assemblée provinciale ou bien à notre population, si j'ai bonne souvenance, j'ai dit dans le discours de maman vice-gouverneur, pendant qu'il commençait, elle a dit que chaque 3 mois, elle reviendrait devant la population pour faire le bilan de ce qu'elle avait perçu et de ce qu'elle avait dépensé, ce qui n'est pas de mise. Et nous avions posé la question de savoir dans notre interpellation, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'on a perçu? Il y a eu dans les réponses, et même dans les budgets de réaménagement, on vous a dit qu'on a fait 3 km de route. Ici, en Bujimaï, nous n'avons pas vu 3 km de route asphaltée. On vous a dit que pour la résidence de maman vice-gouverneur, on a dit dépenser au-delà de 200 000 $. Nous n'en avons pas vu le problème, nous n'avons pas vu la preuve. Donc, et après, nous avons posé la question. On ne doit pas confondre les financements que si bien notre autorité de référence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, tout ce qu'il est en train de faire pour la province et ce qu'il envoie pour confondre avec ce que, en termes d'échelonnement ou bien de responsabilités partagées, on ne doit pas présenter les travaux qui sont faits avec le fonds du gouvernement central et ce que nous avons perçu en province. Parce qu'en province, on doit dire combien nous avons perçu et quelle œuvre nous avons fait. Ce qui n'est pas vrai, vous me parlez d'une certaine clôture. Donc, les affaires de l'État ne sont pas des histoires de famille ou de cotérique. Je ne peux pas prendre un travail qui doit être fait, bien fait, peut-être par quelqu'un d'autre, le donner à mon fils, ou bien sous couvert à un ami, ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas. À moins d'un mérite. On doit miser sur la méritocratie. Donc, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites par rapport à ça. C'est pour cela que nous avons crié fort. Et c'est pour, dans ce mobile-là, que moi j'ai interpellé et que j'ai demandé même une commission d'enquête. Et je vous dis, même jusqu'à ce jour, même après la remise et reprise, le rapport qui sera donné, tout celui qui aura pris l'argent de la province, parce que c'est pour cela que j'ai été élu, va en répondre devant les instances judiciaires. Vous avez été très dur avec le gouverneur Jean-Marie Jamoukeba, c'est en tout cas mon constat, ou plutôt très exigeant en termes des résultats. J'ai constaté que vous l'avez été un peu moins avec la vice-gouverneure Jeannette Longa-Moussamba, jusqu'à cette fin de mandat, enfin, pendant qu'elle est en train de sortir, dans votre discours, vous devenez encore plus dur envers la vice-gouverneure. N'est-ce pas tout simplement le fait qu'elle n'a pas suffisamment servi l'Assemblée provinciale? Est-ce que vous êtes
excusez-moi, vous êtes aigri par le fait que vous n'avez pas été correctement servi en termes d'intérêts financiers, que vous êtes dur maintenant seulement envers la gouverneure intérimaire qui est en train de sortir. Plaçons les choses dans leur contexte. Le gouverneur Jean Maweja, vous dites que nous avons été durs. J'ai rectifié très exigeant en termes de résultats. Oui, peut-être dur, ça paraît... Oui. Il le fallait bien. Moi, je me suis dit, nous nous sommes battus à l'UDPS, mon parti, pendant 37 ans pour avoir ce pouvoir. Et si aujourd'hui nous avons fait des alliances et que nous sommes au pouvoir pour diriger, je me disais, moi personnellement, qu'on devait être plus dur avec des élus ou bien des nommés qui viennent de notre parti, pour qu'ils donnent l'exemple aux autres, qu'ils sachent que ces gens ne se sont pas battus pour rien. Donc, c'est comme ça qu'on a été assez exigeant avec le gouverneur Jean Maweja. Et de la même manière, je continuais sur la même lancée. Mais plaçons les choses dans leur contexte. M. Jean Maweja n'a jamais fait 7-8 mois sans rémunérer les députés. Mais l'autre, on l'a laissé. Vous êtes rémunéré par le pouvoir de Kinshasa. Je voudrais que plaçons les choses dans leur contexte. La rémunération dont vous parlez, c'est laquelle? Est-ce que votre rémunération est marge du budget provincial? Tout ça, on parle, quand on parle rémunération, c'est globalement. Mais il y a un salaire, il y a une prime. J'ai dit, les députés provinciaux, pour leur nombre 780, n'ont jamais eu des monuments comme tels. Ils fonctionnent, ils se rémunèrent, si je peux dire, avec les billets de fonctionnement. Les billets de fonctionnement qui ne viennent pas, ça, ce n'est pas une dépense contraignante, qui vient en dents de scie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec autant de mois non payés. Mais au niveau provincial, il y a ce que nous pouvons appeler en termes techniques une prime, la dotation provinciale. Parce que les députés élus, il est dans une institution qui est de la République, mais c'est un travailleur de la province. Et pendant qu'il est au travail, il doit avoir une dotation locale. Comme un chef de division qui vient de Kinshasa, par exemple, qui est envoyé en province pour une mission, il a des frais de mission. Et quand on travaille, une prime, on donne à quelqu'un qui fait son travail. On ne doit pas confondre les choses. Aujourd'hui, quand tu vas dans le ministère, tu verras qu'un fonctionnaire a un salaire et il a une prime et il a d'autres avantages. C'est dans ce sens-là que cela se fait. La province, même si la dotation nationale venait ou ne venait pas, la province ne peut pas être dispensée de donner une dotation provinciale à l'Assemblée qui doit fonctionner. Je te donne pour exemple, il y a quelques 3 ou 4 jours, nous sommes revenus de Kinshasa depuis pour même organiser une plénière, c'était un problème. Le président de l'Assemblée a dû emprunter l'argent chez un député, un commerçant, de soi. Pour organiser une plénière. Pour organiser une plénière. Pourquoi il n'y avait pas d'argent? Il n'y avait pas d'argent et quand on a posé la question à la province, on vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Pourtant, nous sommes autorités budgétaires et nous avons autorisé que l'argent de fonctionnement peut toujours sortir, mais moyennant une justification. Donc, et quand on a mauvaise foi, ou bien quand on veut faire du mal, vous dites, bon, confiance, oui, on peut avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Revenons à l'insécurité. Vous avez tout à l'heure interpellé les services de sécurité, vous avez interpellé la population qui doit collaborer avec ces services de sécurité pour dénoncer les malfrats qui se cacheraient dans nos quartiers. Que pensez-vous du fait que les jeunes doivent s'organiser dans des quartiers, en des comités de surveillance ou de veille pour contrer les malfrats? La prise de conscience collective, nous l'avons appris de notre patriarche Etienne Tshisekedi Wamulomba, passant aussi dans la bouche de celui qu'on a appelé à un certain moment soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila,
tout le monde, dans chaque contrée, devrait s'organiser. Je pense que pour bien donner l'information qui peut être bien traitée et devenir les données avec lesquelles notre police et notre armée peut travailler, on peut être sectionné en chef de rue, chef de maison, chef de ceci et de cela, s'organiser de cette façon-là continuellement. Aujourd'hui, c'est chez Bavon où les gens restent éveillés jusqu'au matin. Le jour suivant, c'est chez Arsène. Et tout ça, cette organisation-là, n'est pas un appel à la violence. C'est seulement un éveil patriotique et qui va donner lieu à une contribution aux services que nous avons qui sont autorisés à protéger les hommes et leurs biens. Avant de parler de l'insécurité au niveau national, rentrons un peu en politique en province. Le président de la République a investi 7 gouverneurs de province sur les 14 qui ont organisé les élections. Les autres vont attendre la fin des contentieux ou l'organisation d'autres scrutins. Ici au Kasaï oriental, parce qu'il n'y avait pas de problème, le gouverneur Mathias Machabidi vient d'être investi. Il va certainement venir pour procéder à la reprise avec la vice-gouverneure sortante Jeannette Longamoussouamba. Et l'on attend toujours qu'il termine avec la composition de son gouvernement. Quelles devraient, à votre avis, ces premières mesures? Que devrait-il faire en premier lieu face aux urgences, notamment celles de l'insécurité et d'autres urgences que nous avons en province? Je pense tout bonnement, comme fils de la province, à l'unité et à la cohésion des fils et filles de notre province, ce qui doit être primordial, parce que pour nous, c'est même presque ce moral, ce psychologique, et l'acceptation de l'autre, pour qu'il n'y ait pas tellement de foyers de tension, des affrontements. Il y a peut-être certaines choses qui se passent par-ci, par-là. C'est la première chose. Mais au Kasaï oriental, comme j'aime bien, comme j'ai conviction à le dire toujours, tout est prioritaire. Mais il faut savoir placer les choses en termes des urgences et de priorités. Urgence, priorité, oui, d'accord. Je me dis, un petit exemple, souvent chez nous, nous avons l'habitude de dire non, nous avons besoin de l'eau et du courant électrique, de l'énergie électrique. Mais en premier lieu, parmi les deux, l'eau et le courant, qu'est-ce que nous devons placer comme urgence? C'est de l'énergie électrique, parce que l'eau est tributaire de l'énergie électrique. Il faudrait qu'on trouve les moyens d'avoir de l'énergie électrique si on en enjoint à la régie des eaux. Et que si les petites et moyennes entreprises qui peuvent vous aider de développement, peuvent en avoir à foison, je crois que certaines choses peuvent démarrer. Mais je me dis, je dis toujours à mon frère qui a été investi, à qui je présente toutes mes félicitations, il est libre. Nous l'avons élu et pour qu'il puisse travailler, c'est le chef de l'État qui devait l'investir. Le chef de l'État a fait sa part aujourd'hui et c'est lui qui doit former son gouvernement. Il doit être libre de ce côté-là. Il doit savoir qui placer, qui n'est pas placé. Ça, c'est dans le discours que vous le dites. Dans les faits, vous lui mettez un peu de pression. Non. Pour placer tel ou tel autre. Non. C'est la paix. Aujourd'hui, cet esprit d'émulation, les ambitions que les uns et les autres peuvent avoir, ne peuvent pas être interdites. Je dis aujourd'hui que si Arsène me dit « je vais devenir ministre », je n'ai pas le droit de vous l'interdire. Placez votre... Mais le problème, c'est que je disais tout à l'heure, avez-vous par rapport au temps qui nous reste, les quelques 18 mois, avez-vous un programme de développement minimum dans votre secteur pour que les gens puissent voir les œuvres à impact visible? Moi, je me dis, nonobstant que nous disons toujours priorité, urgence, mais je voudrais que mon frère Mathias Kabeya puisse aller à l'essentiel.
L'essentiel, j'ai dit, souvent quand quelqu'un est placé dans des postes de responsabilité, qu'il ait bien fait ou mal fait, quand vous lui posez la question, il vous dit « j'ai fait l'essentiel ». Et il doit se poser la question de savoir l'essentiel pour le Kasaï oriental, c'est quoi? Pour que nous puissions arriver à 2023 et préparer le discours pour notre autorité morale qui doit impérativement avoir son deuxième mandat. Vous l'avez élu massivement, le gouverneur Mathias Kabeya. Vous l'avez même plébiscité. Il l'a emporté haut la main et que vous vous attendez certainement au retour de l'ascenseur, notamment en servant correctement l'Assemblée provinciale en termes de dotation, comparativement à ses prédécesseurs. Et si les mêmes problèmes financiers vont continuer à se poser, allez-vous avoir la même exigence en termes de résultats envers lui qu'envers les deux autres qui viennent de passer? Je me dis, souvent, le discours est toujours malvenu pour nous. Si le Kasaï oriental n'a pas pu bien travailler, le Kasaï oriental avait élu le gouverneur Maouéja 22 voix sur 24. Mais il n'est même pas venu remercier cette assemblée. Parce que le premier jour que les gens sont allés à l'hôtel Métropole pour qu'ils puissent les remercier, il n'est même pas venu. Et dès aujourd'hui, Mathias Kabeya élu 23 voix sur 23 voix. On ne doit pas placer le problème de rémunération en premier lieu. Parce que le premier qui a été élu autant, le discours c'était bas député Mbivi. Les députés sont des voleurs, ils ne veulent que de l'argent. Mais quand on est élu, quand on est dans une institution, quand on est engagé quelque part, on attend une rémunération. À chaque travail, il y a un salaire. Est-ce qu'il faudra-t-il qu'on se dise qu'il n'y a que les députés qui ne peuvent pas avoir un salaire? Et quand on pose, je dis, c'est toujours, même les hommes des médias, même les communicateurs, les grands communicateurs qu'il y a. Et quand on voit, c'est comme si on était dans une république de députés. Quand on vient, si une route n'est pas construite, c'est le député. S'il vient, il verra ce que nous ferons de lui. S'il y a une rémunération, c'est les députés qu'on a rémunérés. Mais je voudrais vous dire qu'un chef d'entreprise, un agent de l'État, aujourd'hui je te dis qu'un fonctionnaire, je dis un chef de bureau du ministère de budget, par exemple des finances, il a une rémunération plus qu'un député provincial. Et lui, il en a régulièrement. Mais est-ce que cela donne à ce que ces gens ont bien fait leur travail? Je me pose la question. Allez-vous être exigeant Là, c'est un mauvais discours. Exigeant. en termes de résultats, la même exigence que vous avez eue envers les autres? Exigeant, c'est pour l'intérêt commun. Parce qu'un député, nonobstant les trois fonctions que je t'ai dit qu'il doit faire, il est là dans cette assemblée-là pour l'intérêt général. Parce que même dans la loi, notre loi électorale, on vous donnera un député là où il y a 50 000 enrôlés qui ne peuvent pas tous parler. Et si le député doit aller pour sa femme et pour ses enfants, c'est une aberration. Je dis, si le député doit parler, les gens doivent comprendre que c'est pour l'intérêt général et non pour sa rémunération. S'il est exigeant, c'est pour que le travail puisse bien se faire. Même dans la parole de Dieu, on dit que l'Éternel Dieu ne châtie que ceux qu'il aime pour qu'ils fassent bien leur travail. Nous avons appris qu'à Kinshasa, où vous étiez, on vous a tiré les oreilles par la hiérarchie du parti pour que vous laissiez le gouverneur travailler tranquillement et que vous vous taisiez tout simplement. Ce n'est pas ça le discours. Il faudrait... C'est vrai ce qui s'est passé. Non, non, il faudrait bien comprendre. C'est le chef de l'État qui est censé être le chef de l'article 69 de notre Constitution, de voir le bon fonctionnement des institutions. Et les gens qui aiment bien extrapoler, les gens qui aiment bien faire des choses, aiment bien dire la province du chef de l'État. Aujourd'hui, il appartient à tout le monde. Mais ce qui est une vérité, c'est que son fief électoral, c'est le Kasaï oriental. Et quand le chef de l'État doit vous dire que
allez travailler, vous avez bien fait d'élire notre gouverneur, allez bien travailler, surveillez le travail qui a été fait, que chacun fasse le travail selon que la loi lui demande, et après 3 ou 6 mois, faites-moi le rapport avant de prendre n'importe quelle décision. Ce n'est pas dire aux gens de ne pas faire leur travail ou bien de ne pas punir, parce qu'il a dit non, chaque fois qu'il y a des troubles, cela retombe sur moi. Si c'est le secret de la réunion que vous voulez avoir. Nous avons appris que vous avez été réprimandé sévèrement et qu'il vous a été demandé de ne pas entreprendre n'importe quelle initiative sans que la hiérarchie, entre guillemets, ne vous en donne l'autorisation. Non. Du coup, votre travail est... Je dis que tout bon travail doit se faire dans la concertation et dans la conciliation. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui est au-dessus de la loi ou bien au-dessus du chef de l'État ou du gouvernement central ou tout ça. Faire un rapport avant d'agir, cela ne dit pas qu'on a été réprimandé. Donc il faut comprendre très mal ce propos-là, comme les gens aiment bien, je l'ai dit ici, sortir les choses de leur contexte pour dire autre chose. Je dis, le député provincial fera son travail, il rendra compte à la hiérarchie et il punira quand il faudra punir, avec bien sûr l'accompagnement de notre hiérarchie, du parti et du pays. Au niveau national, la RDC est agressée par le Rwanda à travers la fameuse rébellion du M23. Plusieurs éléments prouvent à suffisance que le M23 n'est que l'arbre qui cache la forêt et c'est le Rwanda qui veut absolument s'aimer la terreur dans l'est du pays. Pourtant, Bavon Mokuna, député provincial, d'élu d'EPS, votre diplomatie, vous du pouvoir, avait il y a encore quelques mois donné l'impression que tout allait bien entre le pouvoir de Kinshasa et celui de Kigali. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avez-vous été naïf à penser que Kagame serait de bonne foi et qu'il abandonnerait ses velléités belliqueuses? Ou bien c'est tout simplement le manque de vision qui vous a amené à penser que Kagame serait un partenaire privilégié dans la région? Ne vous sentez pas, vous, coupable de cette situation, d'avoir laissé Kagame se rapprocher un peu plus du pouvoir de Kinshasa? Je me dis, s'il y a vision et s'il y a visionnaire, c'est le chef de l'État actuel que nous avons. S'est-il trompé sur Kagame? Il ne s'est pas trompé. J'ai dit de temps. Ça fait depuis belle lurette, 30 ans, 3 décennies, qui avait condamné Kagame, que Kagame voulait faire venir dans ses prétentions. Personne ne l'a condamné. Non, en 2013, les Nations Unies, il y a eu même enfin, officiellement, le Rwanda a été condamné publiquement. Non, mais pas suffisamment comme ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Aujourd'hui, quand vous voyez même l'Allemagne se mettre debout pour condamner énergiquement le Rwanda, et quand vous voyez... L'Allemagne n'a pas condamné le Rwanda, l'Allemagne a condamné la rébellion du M23. Non, non, non. Et a dit que... Et a condamné l'agression de la RDC sans citer que... Je voudrais bien éclairer les choses. Le M23, c'est le bras séculier. Mais l'arbre qui cache la forêt, qui cache les multinationales et certaines grandes puissances, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, quand quelqu'un cite le Rwanda, il cite nommément, pour nous... Vous parlez quand quelqu'un cite le M23. Le M23, il cite nommément le Rwanda. Et comment est-ce que le M23 est venu? Le M23, hein? Le M23 est venu par Nkunda Batware avec ces accords qui ont été signés un 23 mars. Pendant que M. Mojito était Premier ministre dans ce pays et Chibandan Tungamulongo, ministre des Affaires étrangères, et les négociateurs c'était M. Obasanjo. Pendant que la MONUSCO même qui venait nous accompagner avait fait une zone tampon à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Chose
impossible parce qu'un État souverain faire une zone tampon contre une rébellion qui venait ici. Qui était président à ce moment-là? C'est M. Joseph Kabila, qui avait pris Bosco Ntaganda, je cite ici, un caporal de l'armée rwandaise, pour le placer général à l'Est. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire que pour que cette rébellion-là se termine, il fallait apprivoiser tout le monde pour qu'ils ressortent. Aujourd'hui, qu'ils sont au grand jour. Apprivoiser qui? Tout le monde, vous parlez de qui? D'abord, parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba n'aurait jamais approché Joseph Kabila dans son milieu. Antoine Félix, par sa diplomatie, l'a fait. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est sorti au grand jour. Il faudra qu'il soit interpellé. Quand vous dites est sorti au grand jour, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a été dénoncé? Est-ce qu'il a été indexé? Il a manqué de... avec Bosco Ntaganda, Nkunda Batware et les autres, à morceler le Kivu. Aujourd'hui, il est rentré au Katanga. Vous avez suivi son discours après cette forfaiture de réconciliation. Il a dit que... Les gens se réconcilient, vous parlez de forfaiture. C'est une forfaiture. Non mais comment ça? J'ai dit, le peuple congolais, je l'ai dit, vous allez trouver un round, un Moulamba, un Mouemba, un Moulubakate, un Mouluboalolo. Est-ce qu'ils sont en conflit? Ils vont se réconcilier. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Ils sont allés réconcilier deux personnes. Et parmi ces deux personnes, c'est M. Katumbi et M. Kabila. Et quand M. Kabila sort, c'est le seul qui a pris la parole pour dire que ce n'est pas la réconciliation qui compte, mais c'est l'application des résolutions. Et que vous, jeunes, moi, jeunesse, il rend les jeunes là comme des militaires avec qui il doit faire la sécession katangaise. Moi, je me dis qu'il doit être interpellé. Interpellé juste parce qu'il a responsabilité, les jeunes, à veiller à l'application des résolutions que nous avons vues qui n'ont rien à voir avec la cessation. Quelle idée se retrouve derrière sa tête? Pendant que, pour se maintenir au pouvoir, ce découpage qui a été prévu qu'il se fasse, juste en 2007 ou 2008. Il a été fait précipitamment en 2015 pour diviser les gens et avoir autant de gens et se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous-même là, qui avez fait ce découpage, vous avez quelle idée derrière? Quand vous voulez maintenant remettre ces gens-là ensemble et demander à ce qu'ils se défendent en maintenant, donc en appliquant les résolutions qu'ils ont prises dans cette réconciliation de façade. Mais pourquoi vous avez toujours les boucs émissaires à tout? Ce n'est pas Kabila qui a applaudi Kagame au stade. C'est vous, l'UDPS, vous avez invité le président de la République. On a vu, vous, applaudir Kagame au stade des Martyrs. Ce n'est pas Joseph Kabila. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a signé des accords avec Kagame pour l'installation des usines, des raffineries d'or. Ça, c'est le président Tshisekedi. Mais pourquoi pensez-vous toujours que c'est Kabila alors qu'on a vu certaines actions du président Tshisekedi? Vous m'avez peut-être pas compris, M. Arsène. M. Bakole Wailonga ne peut pas gagner un combat en étant seul sur le ring. Quand il a un adversaire, il faut que cet adversaire la monte sur le ring. Il fallait bien que Kagame vienne pour que le monde découvre ce qu'il est en train de faire. L'UDPS n'a pas acclamé pour eux. L'UDPS a apprivoisé la personne pour que le monde découvre que, nonobstant notre bonne foi, nonobstant que mon président a dit que même ceux qui sont venus avant l'indépendance étaient de Congolais et qui soient hués par certains de nos compatriotes, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les velléités de bon voisinage ou bien de partage que nous pouvons avoir, de biens que nous avons, mais c'est l'appropriation d'un territoire congolais que M. Kagame voudrait. Donc, c'est à partir de là qu'aujourd'hui, vous avez vu Antoine Félix dire au monde entier, regardez, j'ai été de bonne foi, ceci, et c'est là qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce n'est pas en 2013, comme vous le dites,
Aujourd'hui, les Nations Unies ont dit unanimement que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, et qu'aujourd'hui, même notre hôte qui est venu, le roi des Belges, qui est appelé partout, qui n'est pas allé partout, qui vient ici, la Belgique a fait bien sûr du mal contre le peuple congolais et tout ça, mais ce qu'ils ont fait du bien, depuis 1885, le 1er juillet, État indépendant du Congo, propriété du roi, et aujourd'hui colonie de la Belgique, et que jusqu'à aujourd'hui, la Belgique n'a pas accepté qu'un seul centimètre du Congo soit démantelé. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, que nous ferons tout, nous assisterons le Congolais pour que leur territoire ne puisse pas perdre même un centimètre. Et nos 9 voisins doivent se le tenir pour dit. À part votre proposition d'arrêter M. Joseph Kabila comme commanditaire de l'insécurité de l'Est, quelle autre solution vous préconisez? Parce que là, l'armée atteste que le Rwanda a déployé 500 militaires camouflés dans des tenues autres que celles de l'armée rwandaise, et que pas plus tard qu'il y a 24 heures, le Rwanda a lancé des bombes sur le territoire congolais et qu'il y a des victimes, des bâtiments qui sont écroulés. Quelles sont les solutions à votre portée aujourd'hui, à part le fait de dénoncer? Va-t-on gagner cette guerre en dénonçant aux Nations Unies alors que le Rwanda semble être déterminé à aller jusqu'au bout de sa démarche, continuer de conquérir des territoires dans notre pays? Je me réjouis qu'aujourd'hui, d'abord, cette union que le peuple congolais, ce front que le peuple congolais a fait, je ne voudrais pas dire comme tout le monde, comme le commun des mortels, derrière notre armée, mais cette armée a un commandant suprême. Ce front commun qui est fait derrière le commandant suprême de l'armée, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, maintenant, est derrière notre armée. Parce que l'armée, c'est nous tous. C'est moi, c'est vous. Nous devons faire tout pour soutenir cette armée. Et je voudrais vous dire, selon l'appréhension, les voix et la pensée de notre patriarche, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Wamulumba, la guerre, nous connaissons toujours comment est-ce qu'elle commence. Mais telle qu'elle se termine, nous ne savons pas. C'est pour cela que nous devons épuiser toutes les voies diplomatiques et politiques tout en se défendant. Je vous dis... Est-ce que nous avons les moyens de nous défendre? Nous en avons les moyens. Je vous rappelle, notre armée, l'armée de la République du Congo n'est pas moindre. Kadhafi, qui a été massacré par la communauté internationale, avait dit que s'il avait une armée comme une armée du Congo, il prendrait toute l'Afrique. C'était l'armée du Zaïre. L'armée du Zaïre. Je vous dis que ce sont les mêmes hommes. J'ai dit aujourd'hui, Antoine Félix n'a pas recruté. Il n'a pas créé sa propre armée, même pas sa propre police. Mais il est dans un processus de prise de conscience. Quand tous ces gens, ces hommes que vous voyez, que vous êtes en train de critiquer et faire n'importe quoi, s'ils prennent conscience, je vous rappelle qu'avec Kikuku Momboto, avec les majors Mpika et les autres, vous avez suivi, parce que les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne parlent que de Baouma ou bien de Mamadou Ndala et consorts. Mais il en a existé. Il fallait seulement 500 pour traverser le Rwanda. Et aujourd'hui, sur le plan, même de la densité ou même de nombre, le Rwanda n'a pas 50 000 militaires. Et le Congo en a plus que 4 fois. Mais pourquoi avons toujours l'impression que le Rwanda a une ascendance sur les RDC? Si vous dites que son armée n'est pas aussi forte... Je dis ici que certaines personnes devaient être interpellées. Antoine Félix est allé... Entre autres, Joseph Kabila. Oui. Certaines personnes devaient être interpellées. Je dis que ces mêmes personnes sont restées ici dans la République démocratique du Congo. Nombre 22 000 militaires à l'est pour défendre le territoire national. Et quand on va faire le recensement, 7 000. Ce n'est pas une autre trahison. Et je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, si les gens ne sont pas interpellés, ils ne sont pas... Ce n'est pas la bonne foi du chef de l'État que nous avons aujourd'hui. En principe, tous devaient être mis hors d'état de nuire. Et jugés, même devant une cour martiale.
Donc, nonobstant tout ce que vous pouvez dire... Est-ce de la bonne foi ou bien de la négligence, du manque de stratégie tout simplement? Quand vous dites de la bonne foi, alors que vous dites que c'est des gens qui ont trahi? Il y a un adage chez nous ici qui dit ça veut dire qu'on est chef qu'avec sa population. Antoine Félix ne pouvait pas se mettre aujourd'hui comme les gens. Les gens avaient même chanté dans le temps. La Mouka, les Fayoulou et consorts. Chichi Telema, Salakabila Boye, Boye na Boye. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon-là. On est chef quand on a une population. On est État de la même manière. Quand on a cet espace, on a la population, on a une armée, on a des services qui fonctionnent, l'eau, la forêt, et tout ça, les définitions que les gens ont toujours données. Et Antoine Félix ne devait pas se faire seul. Dire non, je mets tout le monde hors d'état de nuire. Non! Chacun répondra particulièrement selon ce qu'il a fait. Je te dis, nous y allons à petits pas, vous verrez. On termine cette émission par la visite du roi des Belges, Philippe. Vous l'avez épinglé en passant tout à l'heure. D'ailleurs, en louant le fait que la Belgique, de toute son histoire coloniale avec la RDC, n'a pas accepté un seul moment que le pays soit balkanisé ou que l'on perde de certaines parties du pays. Et que vous placez cela du côté de bienfaits, ou plutôt de acquis de notre histoire avec la Belgique. Une histoire pour laquelle le président dit qu'elle est à la fois glorieuse et à la fois aussi triste et tout cela. Mais le président Tshisekedi propose qu'on regarde vers l'avenir, qu'on oublie le passé. Et cet avis a choqué beaucoup de monde au sein de l'opinion nationale du fait qu'on ne peut pas comme ça tourner une page d'atrocité, de pillage de notre peuple, de notre patrimoine par la Belgique, tout simplement par la volonté d'un seul homme président soit-il. N'était-il pas opportun de consulter, ne fût-ce que les Congolais, pour cette question aussi importante de mémoire? Cette histoire est longue, au point où les gens sont en train de prendre un couteau par le mauvais bout. Aujourd'hui, beaucoup, même le gouvernement belge qui est venu, je t'apprends que le Congo est allé à l'indépendance, j'étais parmi les 13 millions. Moi, bravo. C'est ce que j'ai existé. Mais même le roi de Belge n'était pas là. Il est venu après. De bonne foi. Quand il dit qu'il les regrette, j'ai dit, regrette amèrement de ce qui a été fait. Dictature, tuerie, tout ce qui arrive, il regrette pour cela. Et il vous donne symboliquement une œuvre d'art. C'est dire que je voudrais payer. Ce qui reste pour la population, pour notre population, ce sont les actions. Et les actions d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, posez la question à quiconque qui dit contentieux. Nous avons contentieux belgo-congolais. Qui peut aujourd'hui dire en termes chiffrés ce que la Belgique nous doit? Depuis 1885. Personne. Mais cela peut être compensé d'une certaine manière. Je ne refuse pas, tel que vous dites. Mais compenser avec quoi? Si on n'a pas bonne foi. Aujourd'hui, il y a même ceux qui vont plus loin en disant non, il faut qu'on prononce seulement le mot pardon. Il faut que la Belgique s'excuse quand même et demande pardon. S'excuser, qu'est-ce que ça veut dire? Le français, c'est une langue d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance, moi et vous, nous avons une chance. Cette Belgique qui nous a colonisés, qui nous a pris comme propriété privée du roi, nous aurait appris le flamand.
nous aurait appris le wallon. Même l'allemand, parce que le roi est de souche allemande. Qui prononcerait ce mot pardon? Et quand vous allez dans les dictionnaires et que vous voyez, qu'est-ce que pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Se regretter et apporter réparation. Et quand on vous dit ça, vous ne savez pas cerner. C'est n'importe qui le dit. Je veux même aller plus loin. Faut-il, allons un peu rapidement, faut-il tourner la page aujourd'hui, ne pas reconsidérer le passé comme dit le président Tshisekedi et regarder seulement l'avenir? C'est ça la question aujourd'hui. Je me rappelle toujours une petite phrase de votre confrère Alain Foucault qui dit toujours qu'un peuple sans histoire. On ne dit pas qu'on ne doit pas considérer ce retard-là. Aujourd'hui, par les potentialités que nous avons, parce que, je prends par exemple sur le plan militaire. Vous savez qu'en Belgique, c'est pratiquement presque, si je m'abuse, les fantassins, les 4e armée du monde. Et dans cette armée-là, c'est soit père congolais, soit une mère congolaise. Les gens sont là, avec cette nationalité-là. Qui peuvent réclamer, abandonner cette nationalité et venir ici nous appuyer. Parce que c'est leur terre aussi. Et quand la Belgique dit, non, nous allons accompagner le Congo pour que le Congo ne perde pas. Nous avons des potentialités. Aujourd'hui, en termes de financement, les systèmes que nous avons à l'international, multilatéral, bilatéral, c'était un système de parrainage. Vous pouvez les prendre comme les uns et les autres veulent bien quand ils s'accusent, en bien ou en mal. Vous allez à la Banque mondiale, vous allez au FMI, pour que l'on puisse sortir les moyens et vous accorder, il faut qu'il y ait un parrain. Et souvent, dans le cas de la République démocratique du Congo, c'est la Belgique. Nous devons le dire tout haut. Et nous avons des potentialités, mais nous n'avons pas les moyens de les exploiter. Nous ne ferons pas comme nos pères de l'indépendance, qui ont dit non, donnez-nous seulement l'indépendance, nous allons faire comme chez vous. Finalement, il y en a qui étaient premiers ministres et ministres de la Défense pendant qu'un génocide se faisait au Kasaï. Est-ce qu'ils ont prononcé le mot pardon? Ils n'ont jamais prononcé ce mot pardon. Vous parlez du Premier ministre Patrice Lumumba. Parce que c'est pendant son règne. Bon, moi, je le cite. C'est pendant son règne qu'il a... Posez la question, paix à son âme aussi. Posez la question à Monseigneur Congolo. Il vous dira quoi? Et même au recteur, que nous avons appelé un recteur magnifique, ils en connaissent quelque chose. Ils ont vécu cela. En guise de conclusion, c'est dire que maintenant, tout ce que nous avons besoin, c'est l'accompagnement par les actions de la Belgique. Et même sur le plan social. Accepter que ceux qui veulent venir investir ici viennent étant sécurisés avec le climat des affaires que nous avons déjà instauré, qu'ils respectent les lois du Congo, que le Congo gagne ce qu'il doit gagner et qu'eux aussi prennent ce qu'ils doivent. Mais dans ce qu'ils vont prendre, la Belgique pourra continuer à donner quelque chose à la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les rapports de l'IGF ici. Une exploitation pour la gécamine. Plus de 35 milliards, qu'est-ce que le Congo a gagné? Le Congo n'a rien gagné. Il devait gagner. C'est cet accompagnement que nous voulons. Et ayant ce moyen-là, le Congo va se reconstruire, va sortir du gouffre pour devenir un État émergent. Bafan Mbouyimokona, député provincial de l'UDPS, élu sur la ville de Mbuji-Mayi, nous vous disons merci de votre participation active et brillante face à l'actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à vous qui avez regardé face à l'actualité de partout à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes, sur YouTube, Tambour Matin, sur Facebook également. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement avec un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.